Chers téléspectateurs du 7TV, bienvenue dans une nouvelle édition du 7 Chan. Le 7 Chan accueillera aujourd'hui le journaliste Abdelaziz Sow, journaliste au sein de Radio Lynx FM en Guinée. Bienvenue monsieur Abdelaziz. Merci Talal, merci à tous vos millions de téléspectateurs. Bienvenue encore une fois au Maroc. Merci pour l'accueil. Je voudrais aussi accueillir monsieur Nordine Regragui, journaliste au sein du journal L'Opinion. Bienvenue monsieur Regragui. Merci confrère Talal, le 7 TV pousse. Merci beaucoup. Comme une première question, monsieur Abdelaziz Sow, on a vu hier la défaite et l'élimination de la Guinée contre le Maroc. Comment pouvez-vous nous analyser ce match-là et cette défaite de la Guinée? Parce que la défaite de la Guinée, d'abord, dans le contenu de la rencontre, c'est un match à deux visages pour l'équipe guinéenne. Une équipe qui est arrivée dans un premier temps avec beaucoup plus d'envie, de volonté, de rigueur pour pouvoir, à mon avis, obtenir le ticket qualificatif, peut-être en espérant gagner la rencontre. Mais au fil du temps, une équipe qui s'est éteinte vers la fin de la rencontre, qui a laissé d'espace, qui a laissé sa chance couler, sur la partie même de l'ouverture du score marocaine. Mais ils ont résisté, quelques minutes après ont égalisé, donc il y avait de la confiance, il y avait de la volonté, mais je pense qu'à partir du moment où les Marocains ont marqué le deuxième but sur une erreur défensive de Aboubacar Kamara Gall, le joueur le plus expérimenté de ce groupe guinéen, qui a fait plus de 15 ans de carrière de footballeur, mais qui a fait une erreur élémentaire, je pense que qui a complètement cassé le moral et le rythme de la rencontre côté guinéen, et je pense que voilà un peu ce qui a poussé la défaite de cette équipe guinéenne au cours de cette rencontre. Mais je pense que c'est une équipe dans l'ensemble qui a manqué d'arguments, qui a manqué de peps, qui a manqué de rigueur, de personnalité tout au long de ce parcours. Parce que quand on revoit un peu la rencontre contre le Soudan et on réanalyse un petit peu le match contre le Maroc, c'est que c'est une équipe où les joueurs ont manqué de caractère, ont manqué de rigueur et même de discipline tactique. Parce que si cette équipe était disciplinée tactiquement, à mon avis, c'est une équipe qui pourrait au moins obtenir le ticket qualificatif, même si ça n'allait pas être facile. Après avoir perdu le premier match, c'est une équipe qui pouvait se rattraper face à cette équipe marocaine, parce qu'il y avait quand même de la place pour les Guinéens, mais ils n'ont pas su profiter de certaines erreurs défensives de l'équipe marocaine, qui avait quand même des arguments, beaucoup de volonté aussi, qui mettaient beaucoup d'impact dans le jeu. Surtout après cette bonne entame de match, je renvoie la question à M. Nordine Regragui. Comment est-ce que vous avez vu le niveau de cette équipe nationale locale guinéenne? Grosso modo, nostalgie oblige. On se rappelle, les téléspectateurs marocains se rappellent bien de l'équipe de la Guinée avec les petits souris, avec les grands clubs, le Hafia, l'AS Kaloum, le Haraya. Mais, bon, nostalgie, maintenant on est en 2018. Je crois qu'il y a un petit peu de chute. Je crois qu'il y a un petit peu de chute sur le football guinéen. Pourtant, la Guinée, c'était toujours une école de football, le centre de formation, il y avait des talents. Grosso modo, moi personnellement, je suis un petit peu déçu par la prestation des Guinéens. Est-ce que c'était à cause, on a vu une équipe nationale marocaine bien placée, un grand esprit d'équipe, est-ce que c'était à cause de cette force de l'équipe nationale qu'on a vu une équipe guinéenne aussi, on ne va pas dire faible, mais qui a perdu de la concentration en deuxième mi-temps, ou est-ce que c'est à cause de la faute défensive fatale, comme a dit notre confrère Abdelaziz, qui a causé cette défaite et cette élimination de l'équipe nationale guinéenne? Déjà que lors de la conférence de presse, le coach Bangoura a été un petit peu, entre guillemets, savonné. Et comme il le dit, ils n'ont eu qu'un mois de préparation. C'est lui qui le dit, un mois de préparation, alors que les Marocains, ils ont 18 mois. Donc, on voit bien la différence. Ceci dit, ils étaient déjà battus contre le Soudan. C'est comme ça, ils sont mal préparés, ils étaient là au Maroc mal préparés. C'est le football, quand on est mal préparé, on paye cash. Hein. On peut demander la question à M. Abdelaziz Sow. On a vu durant la conférence de presse, coach Bangoura avait parlé d'une préparation qui s'est faite très tard, 31 décembre. Est-ce que aujourd'hui on peut donner cette cause d'élimination à cause
cette manque de préparation pour l'équipe nationale guinéenne? Je pense que d'abord, dans un premier temps, le meilleur ami d'un entraîneur, c'est son résultat. Certes, l'entraîneur est débarqué au terme de ce résultat dans cette compétition, mais je pense que les responsabilités doivent être partagées et les responsabilités sont partagées. Je suis l'un des rares journalistes plus près de cette équipe nationale locale depuis 2015, depuis la génération de la sélection 2016 qui avait terminé à la 4e place lors du championnat d'Afrique des Nations 2016 au Rwanda. On sait comment cette équipe s'est préparée, on sait comment cette équipe avait participé au CHAN au Rwanda en 2016 et cette équipe guinéenne qui a fait une très bonne partie dans les éliminatoires, la meilleure attaque et la meilleure défense, 16 réalisations en 4 matchs joués pour 3 seulement buts encaissés en 4 rencontres. Ça veut dire que sur le plan offensif, il y avait du potentiel, il y avait beaucoup d'arguments, il y avait de la volonté. Sur le plan défensif, il y avait de la rigueur. Mais une équipe, dans un premier temps, où l'entraîneur avait convoqué le premier regroupement pour les séances d'entraînement au début du mois de novembre, ce qui n'a pas été respecté. Il a fallu attendre le 22 décembre pour au moins voir cette équipe guinéenne se regrouper avec 38 joueurs. Après 4-5 jours, il fallait encore décanter pour au moins être à l'internat avec un nombre de 25-26 joueurs. Et c'est jusqu'au 29 que la liste a été réduite à 23 joueurs. Et il y avait beaucoup plus d'incertitudes. Est-ce que le capitaine de cette équipe, de cette sélection qui avait joué les éliminatoires, Ibrahima Aminata Condé, allait rejoindre le groupe parce qu'il était blessé? Et déjà, il y a eu des coups durs, surtout l'absence d'Ibrahima Aminata Condé, qui était le capitaine de cette sélection, qui a eu des blessures, qui a contracté une blessure en championnat, mais aussi Jean Mousté, qui était l'un des métronomes de cette équipe guinéenne, qui a contracté une blessure et qui, jusqu'à l'instant même, n'a même pas repris les entraînements avec son club, la FIA de Conakry, qui doit jouer la Coupe de la Confédération africaine de football. Donc le fait, à mon avis, dans un premier temps, de retarder cette phase de préparation de l'équipe guinéenne est un élément, je suis d'accord, mais aussi l'implication des autorités, parce qu'il ne faut pas, quand on parle d'une équipe nationale, il faut quand même, c'est le patrimoine national, c'est l'histoire de toute une nation. Je pense que des conditions n'ont pas été réunies dans un premier temps au début pour permettre à cette équipe quand même d'aller chercher ne serait-ce que sa place de 2016. Je pense que tous ces éléments ont pesé sur la balance, mais aussi sur le plan mental. On a vu une équipe où psychologiquement les joueurs étaient très moins. Est-ce que cela est dû à l'absence surtout de Jean Mousté ou d'Ibrahima Aminata Condé dans le groupe qui était considéré des joueurs cadres? Est-ce que cela est dû parce qu'il y a d'autres paramètres purement administratifs qui n'ont pas été réglés avant cela? Est-ce que cela est dû un peu au climat? Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte par rapport à cette situation. Mais avoir cette équipe guinéenne jouer, comme je l'ai dit auparavant, c'est une équipe qui a manqué de rigueur, qui a manqué de personnalité au cours de ces deux rencontres contre le Soudan et contre le Cameroun, contre le Maroc, au compte de ces phases de poule de cette 5e édition. La presse guinéenne, après le match, a parlé des fautes d'arbitrage, surtout sur le premier but. Est-ce que vous voyez cela correct ou est-ce que vous avez un autre point de vue par rapport au premier but de Ayoub El Kaabi? Moi, je pense que dans un premier temps, vous partez dans une compétition où vous êtes dans un match, il faut complètement mettre l'arbitre à côté. Dans un premier temps, il reste le seul maître du terrain, donc il faut jouer le football. Techniquement, il faut être là, tactiquement, il faut être là, physiquement, il faut être au beau fixe, mentalement, il faut être prêt et disponible. Maintenant, si cela est fait et qu'il y a beaucoup plus de rigueur dans le jeu, beaucoup plus de complémentarité, je pense que quel que soit le comportement de l'adversaire, ça n'a pas assez d'impact sur le contenu des matchs. Maintenant, sur le plan de l'arbitrage, vous prenez le premier but du Marocain sur Ayoub, on peut certainement dire qu'il y avait hors-jeu ou par endroit dire qu'il n'y avait pas hors-jeu. Mais si l'alignement défensif était très bien fait, si les joueurs étaient très vigilants sur les actions parce qu'ils étaient, à mon avis, s'ils étaient conscients de l'enjeu de la rencontre, je pense qu'ils n'allaient pas encaisser ce but. Parce que quand vous regardez un peu l'alignement défensif et vous regardez la position du gardien de but sur ce coup de pied arrêté, parce que c'était un but quand même sur une phase arrêtée, c'était sur corner, je pense que ça allait quand même limiter les dégâts. Mais ce qui
qui n'a pas été fait, il faut complètement oublier l'aspect arbitrage dans un match de football. Ça peut peser pour ou contre dans un match de football, mais si vous êtes conscient de l'enjeu qui vous attend, surtout que vous ne jouez pas à domicile, il faut faire très attention par rapport à ce genre de situation. C'est clair. Monsieur Regragui, une victoire formidable de l'équipe nationale marocaine, une qualification après 2 matchs. Le public était là, les conditions étaient là. Kabi, un hat-trick qui le rend le meilleur buteur de cette CHAN pour l'instant. Comment vous voyez le niveau de l'équipe nationale marocaine hier? Bon, une équipe nationale marocaine, c'est d'abord notre championnat. Des joueurs locaux. Des locaux. Bon, 16 équipes de la division Botola 1 et puis 16 de la D2. Il y a toujours le Raja et le Wydad qui présentent les meilleurs éléments. On est passé à une Botola qui est, entre guillemets, professionnelle. On est des locaux, mais professionnels. Les joueurs, ils ne font plus les entraînements entre midi et 2h, matin et soir, tout ça. Donc, si c'est possible de revenir sur l'ami, pour une simple question, les ambitions. Les ambitions, c'est bien de le dire. On veut ça, on veut ça. Mais la réalité des choses, c'est autre chose. S'il peut nous éclaircir un petit peu ce qui se passe en Guinée, les centres de formation, leur championnat. Parlez-nous exactement, on parle de cette équipe nationale locale de la Guinée. On sait que le Huria Conakry, c'est un club très fort. Il a une grande histoire, un grand palmarès aussi. On connaît le Afia aussi, qui est un grand club. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le football guinéen? Où est passée cette grande nation de football? Je pense que ce qui manque aujourd'hui au football guinéen, sur le plan organisationnel, sur le plan de la volonté des autorités guinéennes, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que vous avez une nation de football techniquement pris. Il y a du potentiel. Vous prenez aujourd'hui l'exemple sur Naby Keïta, qui est aujourd'hui dans le top 5 des meilleurs footballeurs africains du moment, mais qui n'est pas sorti d'un centre de formation. Mais aujourd'hui, qui est sur une phase ascendante. Il y a des joueurs plus techniques que Naby Keïta en Guinée, des jeunes qui peuvent être plus forts que Naby Keïta. Mais il manque d'encadrement, il manque de gestion. Parce qu'il n'y a pas un centre de formation aujourd'hui. Certes, il y a des académies. Quand vous prenez aujourd'hui le Roya, le Afia de Conakry, il y a quand même des petites académies de part et d'autre. Mais ce n'est pas suffisant pour une nation quand même qui a une histoire comme celle déjà enregistrée par l'Afia de Conakry, par cette légende. C'est ce Afia de Conakry dans les années 70, triple champion d'Afrique, des clubs champions. Mais depuis là, on ne fait que parler de cette équipe d'Afia. On n'essaye pas de revoir un peu la construction ou la reconstitution du football guinéen. Voilà un peu le paradoxe. Sinon, sur le plan technique, il y a de volonté. Maintenant, ces 3 dernières années, il y a une petite... et s'il faut dire révolution, il y a un nivellement de valeur dans l'évolution du championnat guinéen. Le championnat guinéen est passé, à mon avis, à une phase d'amateur, en phase semi-professionnelle, parce qu'il ne faut pas dire automatiquement professionnel, parce que les clubs passent du statut amateur pour le statut notamment des associations pour passer à des sociétés anonymes. Même si sur le plan financier, ce n'est pas tous les clubs qui ont la même base financière. Il y a aujourd'hui des clubs qui sortent un peu du lot. Vous l'avez dit, le Afia de Conakry, le Roya de Conakry, l'AS Kaloum, certes, qui a eu des difficultés, mais aussi qui a une bonne base financière. Il y a des équipes qui ne sont pas trop connues, comme le Wakria de Bokeh, qui aussi a un président qui cherche à s'investir un petit peu. Le Fellow, un peu, qui est aussi une légende du football guinéen par ses parcours en Coupe de la Confédération et en Ligue des Champions dans les années 99-2000. Mais il y a ce petit... si vous revoyez un petit peu l'équipe nationale, vous l'avez dit, par rapport à la gestion du groupe, en 2016, l'équipe qui avait participé par exemple au CHAN, les joueurs n'avaient joué que 4-5 matchs de championnat avant d'arriver au CHAN au Rwanda. Ils étaient mieux préparés. Non, mais il y avait de la volonté. La différence, à mon avis, à ces deux sélections, il y avait de la volonté. 60% des joueurs qui avaient été au CHAN au Rwanda, c'était des joueurs qui ne jouaient pas titulaires dans les différents clubs. Vous prenez Mohamed Yula qui avait terminé le 11 type du classement de la CAF après le CHAN au Rwanda, n'était pas titulaire avec l'AS Kaloum. Aujourd'hui, vous prenez l'effectif de cette équipe qui est arrivée.
il y a quand même 60 à 70% des joueurs qui jouent titulaires et il y a qui ont joué 10 des 11 matchs. Parce que quand un joueur fait 900 minutes de jeu, c'est qu'il a fait au moins 10 matchs sur les 11 matchs du championnat. Il y en a. Mais c'est qu'il y a ce manque de constance aussi des joueurs. Sur l'effectif de 2016, on retrouve que 6 joueurs sur le groupe de 23 qui étaient au Rwanda en 2016. Ça veut dire qu'il y a un manque de continuité à ce niveau et à ce... Et le plus important sur cet aspect-là, c'est la continuité, comme vous avez dit. Puis on revient au Chan. Là. Vous avez un match, un dernier match de cette phase de groupe. Bon, avec l'élimination, ça va être dur de jouer, d'en parler. Mais bon, contre l'équipe de la Mauritanie, c'est le dernier match. Après ce match... le futur de cette équipe nationale locale, des joueurs locaux de la CHAN, et puis le futur du coach Bangora avec les deux équipes nationales, l'équipe nationale A et l'équipe nationale A'. Déjà, par rapport, d'abord, je commence par rapport à l'entraîneur, Kamfori Lapé, qui a été limogé hier. Après cette défaite du Sili national, j'ai commencé par ça. Le meilleur ami d'un entraîneur, c'est le résultat. On ne peut pas mettre en cause le potentiel de l'homme, mais si le résultat ne plaide pas en sa faveur, et aujourd'hui on a besoin d'un résultat, et les membres du comité exécutif avec les représentants du département des sports ont décidé de démettre Kamfori Lapé Bangoura de ses fonctions et d'entraîneur de l'équipe nationale locale et de sélectionneur de l'équipe A. Il est par la suite, pour la circonstance, remplacé par son assistant pour officier la troisième sortie du Sili national local contre la Mauritanie. Mais je pense que sur l'aspect technique, il n'y a pas beaucoup de choses à revoir, mais c'est sur l'aspect tactique et sur l'aspect volonté que l'entraîneur Touré Damas doit retravailler pour permettre à cette équipe de sauver l'honneur en gagnant contre cette équipe de la Mauritanie aussi, qui a fait 2 matchs, 2 défaites aussi, à mon avis, qui n'a pas séduit tout au long de ce parcours. Ça va être un match de classement. Ça va être pour la troisième place, mais ça va être quand même pour sauver l'honneur pour sauver l'honneur des Guinéens. Mais je pense que ça n'a pas été vraiment une bonne configuration, ça n'a pas été une bonne représentativité côté guinéen. Vous terminez 4e de la dernière compétition et vous terminez meilleure attaque, meilleure défense des éliminatoires et que vous parvenez pas à sauver, s'il faut dire, de continuer sur cette dynamique, sur cette lancée. Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner, il y a ce manque de constance qui existe à ce niveau. Monsieur Gregui, il y a ce dernier match contre le Soudan. Ce dernier match qui va être très très important pour l'équipe nationale marocaine. On sait que l'équipe nationale des joueurs locaux du Soudan, ils veulent prendre la première place. L'équipe nationale marocaine des joueurs locaux veulent prendre la première place aussi pour rester à Casablanca, pour continuer sur ces résultats-là. On sait que le stade Mohamed V, c'est le porte-bonheur de toutes les équipes nationales marocaines sur n'importe quel âge. Alors, dites-moi aujourd'hui comment vous analysez ce match avant l'heure. Cher Talal, Selami a été clair hier lors de la conférence de presse. Elle avait dit que je vais aligner les joueurs non titulaires. Il a été clair. Hein. Donc, il a ses comptes, il sait ce qu'il est en train de faire. Si tu permets, on ouvre une petite parenthèse parce que à l'heure de l'enregistrement du direct, il y a ce petit problème comme quoi le Soudan sera éliminé. Donc il y a des choses qui vont changer à fur et à mesure. Mais pour revenir au match Maroc-Soudan, comme je l'avais dit, on aura d'autres éléments. Et attention, parce que ces éléments-là, entre guillemets, qui sont non titulaires, ils peuvent toujours, de Tanger, tout ça, ils veulent montrer leur potentialité. Donc, et c'est toujours un ensemble de 23 joueurs qui sont bien. Reste à savoir, si tu le permets, toujours la petite question à l'ami. Alors, parce que nous, pour les Lions de l'Atlas, nous avons 2 équipes.
nous avons les locaux et nous avons celle qui est en Russie. Est-ce que c'est le même cas en Guinée? Je pense que le coach, avant qu'il soit, avant le coach de Guinée, là, il est en train d'entraîner l'équipe nationale A et les A', c'est ça? Bien sûr, d'abord il a commencé par être entraîneur de l'équipe nationale locale. Sa performance avec cette équipe locale au Rwanda en 2016, c'est cet élément qui a pesé en sa faveur pour qu'il soit sélectionneur de l'équipe nationale là. Parce qu'il y avait un petit problème de gestion de groupe, mais aussi de résultats avec Luis Fernandez qui avait succédé à Michel Douci. Donc Kamfori Lapé Bangoura a postulé pour être entraîneur de l'équipe nationale là et il a obtenu ce poste d'entraîneur. Maintenant, au terme de cette, s'il faut dire, de cette mauvaise performance de l'équipe guinéenne dans cette 5e édition du CHAN, il n'est plus entraîneur et de l'équipe nationale locale et de l'équipe nationale A. Voilà, il est arrivé à la tête de la sélection A au mois de juillet 2016. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Mais il y a quand même certains joueurs qui sont de l'équipe locale, mais aussi qui sont réguliers en équipe nationale A. Vous prenez le cas du capitaine de l'équipe locale, Ibrahima Sori Sankon, c'est l'un des joueurs les plus réguliers de cette sélection A depuis 2016. D'abord convoqué par Luis Fernandez pour la première fois et aujourd'hui il est convoqué régulièrement en sélection nationale A. Il y a par intermittence Alseni Bangoura, le latéral droit, mais aussi Alseni Kamara qui était sur le banc, blessé, tous des joueurs qui ont l'habitude quand même d'être appelés en sélection nationale A. Mais c'est aujourd'hui, l'équipe nationale A guinéenne ne reflète pas, s'il faut dire, l'équipe locale n'est pas l'ossature de l'équipe nationale A, parce que quand vous prenez les joueurs locaux, il n'y a pas parfois plus de 3-4 qui arrivent en équipe nationale A. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Ibrahima Aminata Kondé blessé par moment qui arrive, qui avait même joué titulaire contre la RD Congo lors de la dernière rencontre internationale pour la Guinée en sélection A, lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Ibrahima Sori Sankon, qui est régulier en sélection, même s'il y a d'autres qui arrivent, mais l'ossature de l'équipe nationale A guinéenne sont les joueurs professionnels. En bref, comment vous pouvez analyser ce match au Soudan, qui est un match très important, très clé pour l'équipe nationale marocaine? En cas de première place, l'équipe nationale marocaine restera à Casablanca et jouera tous ces matchs à Casablanca. Et est-ce qu'on peut dire que l'équipe nationale marocaine, par rapport à ces deux matchs qui nous ont montré, est-ce qu'ils peuvent jouer pour ce titre de la CHAN? Certes, on va prendre en pincette cette information que nous avons en dernière minute. Le Soudan qui a fait jouer un joueur qui est sous contrat avec un club libyen. Les Guinéens, selon ce que nous avons appris, ont porté réserve contre l'équipe nationale soudanaise. En attendant ce verdict, je me dirais que les deux équipes, certes, sont qualifiées, mais ça va être une opposition de style entre ces deux équipes. Le Maroc, on a vu cette sélection marocaine, une équipe qui joue un football très attrayant, alléchant, beaucoup de combinaisons, beaucoup d'impact dans le jeu, la rapidité, la complémentarité, face à une équipe soudanaise, certes, qui ne joue pas beaucoup le ballon, mais qui est très réaliste, qui a la facilité de se projeter vite vers l'avant, qui joue un football avec des ballons très diagonales, beaucoup sur les côtés, qui profite de la puissance de ses attaquants, qui profite de la rapidité de ses joueurs des côtés. Je pense que ça va être une opposition de style parce que chacune de ces deux équipes a des joueurs qui ont de la volonté, qui ont de l'envie. L'avantage du Maroc, à mon avis, c'est le fait de jouer à Casablanca où c'est quand même... le stade, s'il faut dire, le stade a donné le titre au Wydad de Casablanca, Champions League, a poussé le Maroc à 90% pour se qualifier en Russie contre le Gabon, ce fameux match. Et après, aujourd'hui, on voit que l'équipe nationale, les joueurs locaux vont bien à Casablanca. Et avec déjà le meilleur buteur de la compétition pour l'instant, Ayoub El Kabi, qui est très réaliste, qui est un renard de surface, qui observe bien, qui est toujours sur les bonnes positions, toujours attentif. Je pense que ça va être Ayoub Kabi qui a évolué l'année dernière en D2, il était buteur de D2, c'est-à-dire la deuxième division marocaine. Aujourd'hui, on le voit à l'RSB, la Renaissance sportive de Berkane. Il fait des grands matchs, il est presque le deuxième ou le troisième buteur de la Botola. Ça fait 2 ans, il valait 1 milliard. Ouais. Maintenant, je crois qu'il va tripler de... Comment vous voyez ce joueur? Parlez-nous de ce joueur.
Un joueur serein à mon avis, qui a un très bon sens de déplacement, très vigilant, disponible dans le jeu, qui vient chercher, offensivement qui est très bon, comme je le disais tout à l'heure, qui a une bonne qualité de réalisation, un très bon sens de déplacement, mais aussi participatif dans le jeu, qui a un apport extraordinaire sur le plan défensif, parce que quand vous avez un avant-centre comme Ayoub, qui certes offensivement est bon, mais défensivement qui vient soutenir un peu la ligne défensive sur le plan défensif, je pense que c'est d'un apport sur le plan tactique pour l'entraîneur, mais aussi c'est d'un apport sur le plan défensif, sur le plan de repli défensif pour son équipe. Ça lui permet de récupérer le ballon et vite se projeter, et permet à ses amis d'avoir beaucoup plus d'espace à exploiter. Il dézone, même s'il n'a pas le ballon. Il bouge sans ballon et il donne de l'espace à ses partenaires pour progresser. Surtout quand vous voyez sur le 3e but du Maroc, dans un premier temps, il était sur le côté droit avant de revenir vite dans l'axe pour au moins mettre ce ballon au fond de filet. Très rapide, je pense que c'est un joueur à surveiller, et je pense qu'il a certainement, il peut avoir sa chance pour être dans l'équipe nationale A du Maroc. Surtout les Lions de l'Atlas aujourd'hui ont une équipe nationale à base locale, parce que quand vous revoyez un petit peu, beaucoup de ces joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde Russie 2018 sont des joueurs qui évoluent dans le championnat marocain. Je pense que Ayoub, dans le futur, va être un véritable attaquant, va être un attaquant à surveiller s'il est constant, s'il est bien suivi, et je pense qu'il a quand même ce réflexe et il peut être très dangereux. Monsieur Regragui, un petit mot par rapport à ce joueur Ayoub Kabi. Vous l'avez suivi de près. Je sais votre histoire d'amour avec le RAC. C'est l'école du RAC, hein, c'est Al-Haq Mendoza. Mais juste pour corriger l'ami, il a dit que ce sont des locaux, il y a des locaux qui en Russie. Non, l'équipe de A, il n'y a aucun local. Que l'Ajax, Amsterdam, il n'y a que le Real Madrid, il n'y a que la Juve, tout ça. Bon, pour revenir à Ayoub, c'est un garçon formé au RAC. Il fait l'exception, parce que d'habitude c'est toujours le Raja, le Wydad. Et puis pour revenir aux avant-centres, on a eu les Faras, Ballon d'Or, on a eu Crimo en France, on a eu Boussetti du CAC, et comme l'avait dit Slamy, il y a Annazaro. Donc on est toujours dans la... Camacho aussi. Camacho, oui, la France 98. Donc il est dans la continuité. Et puis le type là, il est bon sur les balles aériennes. C'est sans lui vanter ses qualités, hein, parce qu'on le suit il est bon sur les balles aériennes. Et puis même pour les contacts, parce que souvent avec Mendoza et tout ça, on parle de lui, il me dit, si tu le trouves sur ton chemin, Otto, attention, hein, c'est un crack. Donc tout ce qu'on espère, c'est qu'il garde les pieds sur terre. Parce que avant, ce sont les Leicester qui le voulaient, le Raja le voulait aussi, et puis il y a eu juste le temps de savoir là où il va mettre les pieds. Finalement, il est à Berkane, et on connaît qu'est-ce que ça veut dire la RSB. Donc, c'est 5 buts, les buts parlent d'eux-mêmes. Hein. Est-ce qu'il a des chances d'être dans la sélection d'Hervé Renard pour la Russie? Oui, déjà que moi, hier, j'étais assis à côté de Renard. Et comme on prend l'officiel, hein, l'officiel c'est Slamy. Slamy, il a bien dit que Renard, il a dit en conférence que Renard suit de près Ayoub Kabi. On espère un club européen pour ce joueur. Oui. Monsieur Regragui, je vous remercie d'avoir répondu présent. Merci, à votre service. Monsieur Abdelaziz Sow, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui et d'avoir approché nos téléspectateurs sur tous les petits détails de cette chaîne et de cette équipe nationale des joueurs locaux. Le plaisir a été pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci. Tu permets d'appeler la dernière? On s'excuse pour la déception, hein. Il n'y a pas de problème, ça fait partie du football, c'est l'esprit du fair play. Je pense que c'est le fair play qui domine. Le Maroc et la Guinée sont deux nations sœurs. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à cette situation. Et nous, de loin, de près ou de loin, nous allons vous supporter pour le sacre. Chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention. Un grand remerciement à notre équipe technique,
Monsieur Abdelilah Chabi, Monsieur Amin Shtaiba et aussi Monsieur Redouane Abroq. Et je vous donne rendez-vous avec une autre émission sur un autre épisode. Merci beaucoup.